qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie Lévesque. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore sur les bancs de l'ENSC puisque j'ai été diplômée en 2015, donc la promotion Ada Lovelace. Alors maintenant, je suis en deuxième année de doctorat à Cardiff University. Et donc je vais vous parler un petit peu de mon travail. Donc tout d'abord, comment ça s'est fait? Eh bien, j'ai fait réaliser mon stage de fin d'études dans un laboratoire de recherche en ingénierie médicale à Angers. Et ma maître de stage a reçu la visite d'un chercheur avec qui j'ai longuement discuté et travaillé. Et il m'a proposé un financement de thèse, donc j'ai dit bah pourquoi pas. Donc mon sujet de doctorat, c'est l'évaluation de la qualité de vidéo médicale en télémédecine. Alors la télémédecine c'est quoi? C'est une pratique médicale réalisée à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication avec pour objectif d'améliorer l'accessibilité aux soins. Alors la télémédecine semble un projet un peu futuriste pour nos petits pays d'Europe, mais il faut savoir que c'est utilisé tous les jours dans certains pays comme par exemple le Canada, les États-Unis ou l'Australie qui sont des pays assez énormes. Alors un exemple de projet que j'ai pu réaliser pendant ma première année, eh bien j'ai dégradé la qualité de vidéos médicales, donc des échographies en l'occurrence, et j'ai demandé à des radiologues de noter l'utilisabilité de ces vidéos. Donc pour cela j'ai défini une nouvelle interface de notation, puisque les interfaces sont en général définies de la manière suivante, donc avec excellent, bien, moyen et mauvais quoi par exemple. En télémédecine, on ne veut pas savoir si la vidéo est belle, on veut savoir si on peut l'utiliser pour notre cas précis. Alors ce qu'il faut savoir pour étudier au Royaume-Uni, alors déjà il pleut tout le temps, c'est pas juste un cliché, la nourriture est pas terrible, bon, on n'est pas là pour parler de ce genre de détails. Pour postuler pour ma thèse, il m'a fallu passer le TOEFL, le TOEIC n'étant pas suffisant. J'ai également eu des entretiens avec le directeur de la faculté d'informatique par exemple. Après, concernant le suivi de la thèse, je pense que c'est un peu plus comment dire, cadré qu'en France. Donc par exemple, j'ai une réunion quasi hebdomadaire avec mon directeur de thèse. Et sinon, tous les 6 mois, j'ai un gros panel meeting, donc une réunion avec mes directeurs de thèse, mais aussi le directeur du département, afin de parler de mes avancées, progrès et éventuels problèmes. Voilà, merci pour votre attention, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Et je vous souhaite à tous une très bonne cognitoconf. Cognitoconf, c'est Sylvain Roche, la promo 2012. Donc mon parcours, j'ai fait une prépa MP avant le NSC, et là ça fait 5 ans que je vis et travaille en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Voilà, je viens du Nord-Est, j'ai fait allemand première langue, j'ai souvent été là-bas, donc pour moi c'est un pays qui était déjà assez familier. Après concrètement, dans le cadre de l'NSC, j'ai fait mon stage de 2A à Berlin, dans une entreprise qui s'appelle UseIt, ils font du design web orienté user experience. Et un élève de l'ENSC avait déjà fait un stage l'année précédente. C'était un peu galère au début au niveau de la langue, mais comme c'est une entreprise assez internationale et que c'était un stage de 3 mois, donc pas beaucoup de pression, donc ça s'est bien passé. Ensuite j'ai fait mon stage de 3A chez Airbus à Hambourg. J'ai candidaté à une offre de stage, j'ai passé un entretien à Toulouse et j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas. Donc c'était très intéressant, c'est une expérience assez différente, c'était plus sérieux, plus encadré, mais comme j'étais bien préparé, il n'y a pas eu de problème, c'était vraiment très bien. Ensuite, après avoir été diplômé, j'ai décidé de rester là-bas. J'ai trouvé un emploi environ 2-3 mois après avoir été diplômé. J'ai travaillé donc à Hambourg dans le secteur aéronautique en tant qu'ingénieur consultant. Et ensuite, donc depuis 3 ans, je suis à Berlin et je travaille dans le ferroviaire sur des projets pour Bombardier et Siemens. Et là, donc, concrètement, depuis 2 ans, je travaille sur des IHM pour conducteurs de train. C'est des IHM avec plusieurs écrans tactiles. Et je fais principalement du test logiciel. Donc c'est assez intéressant et il y a des liens avec la cognitique, par exemple pour établir des scénarios de test.
pour corriger certaines fonctionnalités, voire des spécifications. Au niveau du travail en Allemagne, bon, les conditions de travail, les salaires, c'est similaire à la France. Il n'y a pas de grosses barrières culturelles. En ce moment, l'Allemagne a beaucoup besoin d'ingénieurs, donc il y a beaucoup d'opportunités. À Berlin, c'est très international, donc l'intégration est assez facile. Par contre, au niveau de la cognitique, bon, c'est pas très connu, donc il s'agit de faire, d'adapter bien présenter son profil et ses compétences en fonction du poste ou du projet, et bien mettre en avant donc, les compétences qui correspondent et aussi la valeur ajoutée en tant que cogniticien, quel est le petit plus qu'on peut apporter. Par exemple, dans le projet sur lequel je travaille, j'étais le seul à remarquer que bon, le logiciel fonctionne, la machine fonctionne, mais ce qui est affiché, ça ne correspond pas du tout aux besoins du conducteur. Donc ça, c'est des choses donc, en tant que cogniticien, on est formé à reconnaître. Voilà, donc c'est un petit plus. Sinon, en Allemagne, il n'y a pas le système de prépa, les grandes écoles, ils connaissent pas trop. Donc ce qui est le plus important, c'est les compétences et l'expérience professionnelle, c'est vraiment ça qui compte. D'où l'importance des stages. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de mettre un pied dans le monde du travail dans un pays étranger. Voilà, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc je vous conseille, faites des stages à l'étranger et je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salut! Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Lefloc. On m'a demandé de faire une petite vidéo sur mon parcours à l'étranger. Donc je fais partie de la promo 2014. Je vis maintenant et travaille au Texas depuis septembre 2015. Je suis basée à Houston. Avant cela, j'étais en Écosse, à Aberdeen pendant 1 an et demi pour la même société. J'ai été mutée en fait en interne. En fait, je suis partie à l'étranger maintenant, ça fait quelques années. Je suis partie en 3A. J'ai fait l'échange avec l'université de l'UQAM à Montréal pour le premier semestre de la dernière année, et ensuite j'ai fait mon stage de fin d'études dans la Silicon Valley à Santa Clara dans une boîte de cloud computing en tant que user experience designer. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu un peu développer mon réseau, que j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont permis de trouver ce travail-là. À la fin de mon stage, j'ai tout de suite été contactée par cette boîte Baker Hughes, société de services dans l'oil and gas, qui était à la recherche de quelqu'un pouvant développer un peu cette culture facteur humain, UX designer qui n'ont pas encore dans la société. J'ai été embauchée en tant que première UX designer dans cette boîte, et j'ai eu plusieurs projets jusqu'à présent, et notamment des projets de développer des applications et des nouveaux logiciels pour des ingénieurs terrain travaillant offshore, donc sur plateforme, et améliorer certains logiciels déjà existants dans la boîte. Je travaille en tant que UX designer et facteur humain, UX research. Je fais un peu de tout, je touche un peu à tout. Mais on commence à recruter quelques personnes dans le domaine, donc on commence à séparer un peu les rôles de chacun et enfin monter une équipe s'occupant de tout ça en fait. Les pour et les contre de travailler à l'étranger, je dirais, comme tout le monde le sait, d'être loin de sa famille, de son entourage, de ne pas pouvoir rentrer à certains événements importants qu'on aimerait faire. Mais à côté de ça, ça permet aussi de voyager, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir une nouvelle culture et d'être beaucoup plus proche, par exemple, de certaines grosses conférences qui se passent en Californie, qui sont pionniers dans le UX design. Ça permet d'être beaucoup plus proche de tout cela. Pour terminer, en fait, j'encouragerais tout le monde à tenter l'aventure à l'étranger. Ça peut faire un peu peur au début de se dire je pars loin, c'est une langue que je connais pas forcément, est-ce que je vais réussir à m'y comprendre, est-ce que je vais réussir à m'adapter. Ça fait moins peur que ça en a l'air. Le fonctionnement dans une société est le même qu'en France. Les gens sont très ouverts, très accueillants. L'anglais aussi fait très vite. Si vous avez quoi que ce soit, des questions ou envie de tenter l'aventure, n'hésitez pas à me contacter. Je serai prête à vous donner un peu plus de détails sur mon parcours s'il faut, vous aider dans les démarches de visa. Je pense que l'ADCOM vous donnera mes coordonnées à la suite de cette conférence. Donc n'hésitez pas, et je vous souhaite bon courage et une belle aventure à l'étranger.
Bonjour à tous, moi c'est Ludovic, je fais partie de la promo de 2014, donc j'ai été à l'ENSC pendant 2 ans de manière traditionnelle. J'ai choisi de faire ma 3e année en échange scolaire avec l'Université du Québec à Montréal, donc une session d'études de septembre à décembre, et suite à ça j'ai fait mon stage de fin d'études aussi à Montréal pour rester un petit peu dans la ville. Suite à ça la question s'est posée, est-ce que je reste, est-ce que je vais ailleurs, est-ce que je reviens en France pour commencer à travailler. Je me plaisais bien à Montréal, j'ai postulé un petit peu partout. Moi je visais vraiment Ubisoft qui était une boîte de jeux vidéo. Je visais les jeux vidéo en fait, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et je trouve que c'est la ville de Québec, donc à 2h30 de Montréal, qui m'a appelé et puis qui m'a proposé donc le poste que j'occupe actuellement. Donc le poste d'analyste en expérience utilisateur. Donc le rôle d'analyste justement c'est quoi? L'idée c'est qu'on va accompagner les équipes de production tout au long du processus de création d'un jeu. Quand on travaille depuis 2, 3, 4, 5 ans sur un même jeu, on a du mal à avoir un recul nécessaire justement sur est-ce que ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est fun, est-ce que le joueur va avoir du plaisir avec ça. Le meilleur moyen c'est d'inviter des joueurs externes pour voir un petit peu comment ça se passe. Moi je suis là pour ça, pour voir un petit peu c'est quoi les besoins des équipes, qu'est-ce qu'ils ont envie d'aller valider. Mettons qu'ils aient fini tout le système de tutoriel du jeu, ils veulent voir si c'est efficace, si ça marche, si c'est clair pour les joueurs. Je vais mettre au point une méthodologie complète, savoir quel type de profil on va aller chercher chez les joueurs, les inviter, pendant combien de temps, quel contenu on va leur faire jouer, quelles questions on va leur poser pour valider tout ça, pour voir si ça marche bien. Donc on va aller par exemple valider les tutoriaux, on peut aussi aller valider la difficulté du jeu, on peut valider aussi l'appréciation générale de comment ça se passe, est-ce que l'interface est claire, est-ce que les signs et feedback sont suffisants, ce genre de choses. Il faut être assez polyvalent, puis il faut avoir une bonne connaissance globale du jeu vidéo. Mais quand on a ça, c'est vrai que c'est un travail qui est quand même assez varié. On va toujours bosser sur des choses un petit peu différentes, même au sein d'un même jeu. C'est un des aspects qui est vraiment très intéressant. Le jeu Assassin's Creed Syndicate, qui est le dernier de la série, sur lequel on a fait environ une 30aine de tests en invitant des joueurs externes, donc toujours à des phases très différentes de production. Ça va des phases de prototype jusqu'aux phases de le jeu est fini, on invite des joueurs pendant 10 jours pour venir jouer au jeu, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose quand même très intéressant et assez varié, c'est quelque chose qui me plaît pour l'instant et que ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais. Au niveau de travail à l'étranger, ce que je peux vous dire c'est que moi ça a quand même été relativement bien car j'ai été depuis 1 an au Québec, mais si vous êtes dans une démarche d'avoir une expérience internationale, profitez du stage pour le faire. Pourquoi? Parce que d'une part, si vous aimez pas ça, si vous allez quelque part que ça vous plaît pas, vous êtes pris pour 4 à 6 mois. Au pire, vous revenez en France. Vous profitez au maximum là-bas, puis vous revenez ici. Enfin, vous revenez en France plutôt. Vous avez rien perdu. Vous avez pas perdu de temps. Vous avez au mieux vu des choses qui sont quand même assez différentes. Le but d'aller voyager, travailler à l'étranger, c'est aussi de voyager puis de découvrir des choses. Mais surtout, les démarches pour travailler en tant que stagiaire à l'étranger sont souvent beaucoup plus simples que pour travailler quand on est diplômé. C'est notamment vrai en dehors de l'Union Européenne. Dans le cadre de l'Union Européenne, les frontières sont ouvertes, vous n'aurez aucun souci normalement pour aller travailler à l'étranger. Mais quand vous êtes en dehors des frontières de l'Union Européenne, c'est un peu plus compliqué. Ne négligez pas les papiers d'immigration, ce genre de choses. Quand vous êtes en stage, ça va quand même relativement bien, mais renseignez-vous. Quand vous n'êtes pas en stage et que vous cherchez un travail, ce sera probablement l'un des bloquants principaux quand vous essayerez de trouver du travail. C'est des démarches qui sont longues en temps et en argent. Donc renseignez-vous bien, c'est extrêmement important, puis ne négligez pas ça. Et sachez qu'il y a des chances que les employeurs ne vous recrutent pas, principalement à cause de ça, parce que ça implique pour eux des démarches et de vous attendre notamment le temps que ces démarches soient complètes. Donc gardez quand même ça à l'esprit et essayez de faciliter ça pour eux. Notamment le permis vacances-travail qui est disponible dans beaucoup de pays. Et quelque chose de vraiment intéressant si vous voulez aller travailler à l'étranger. Je vous laisserai m'enseigner là-dessus, mais ça peut être pas mal, le permis vacances-travail. Au niveau du travail en lui-même, à Québec c'est pas trop compliqué, c'est francophone. Par contre l'anglais est extrêmement important parce que le Québec c'est la seule province qui est francophone, donc il faut être à l'aise en anglais, que ce soit pour parler en anglais, écrire en anglais, c'est des choses qui sont très importantes, qui se développent bien sûr quand on est immergé dans un milieu semi-anglophone ou anglophone, ça vient relativement vite. Par contre c'est vrai que les premières semaines sont extrêmement demandantes, une tâche qui est très très simple pour vous d'habitude, le fait que ce soit pas dans votre langue natale va vous demander beaucoup plus d'énergie. Donc ne négligez pas ça, essayez de travailler au maximum, de vous immerger en écoutant en anglais, en vous exprimant en anglais, en écrivant en anglais. Ça devrait faciliter votre arrivée dans un nouvel emploi à l'étranger, d'autant que l'anglais est probablement la langue par laquelle vous allez passer, quel que soit le pays où vous allez aller, à moins que vous connaissez mieux la langue d'origine du pays. L'anglais sera principalement l'un des gros canaux de communication, ça va être l'anglais. Donc ne négligez pas ça, puis essayez de vous donner des chances par rapport aux premiers jours et aux premières semaines de votre arrivée. Ça va être pas mal plaisant pour vous si vous êtes à l'aise avec ça.
Dernier point qui est peut-être un peu spécifique au Québec, c'est la notion de hiérarchie qui est pas mal transparente ici. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, tout le monde se tutoie, c'est extrêmement friendly d'une personne à une autre. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une communication quand même vraiment pas mal plus simple pour aborder des sujets qui sont peut-être un petit peu plus tendus parfois. Le fait qu'on ait qu'il y ait cette proximité qui soit facile à aller chercher. Ça aide à communiquer, on passe moins de temps justement à communiquer, puis croyez-moi quand on travaille dans une grosse société, communiquer c'est parfois ce qui vous prend le plus de temps. Mais c'est ça, donc la notion de hiérarchie est quand même assez floue, puis c'est très agréable, même pour l'intégration c'est extrêmement agréable. Par contre c'est aussi à double tranchant, c'est qu'il faut pas oublier qui sont vos supérieurs hiérarchiques. C'est des gens qui vont potentiellement être amenés à prendre des décisions sur votre projet, sur votre carrière ou ce genre de choses, et il faut savoir quand même garder un petit peu de distance. Parfois c'est compliqué parce qu'on a vraiment cette impression que tout le monde est très friendly avec tout le monde et que tout le monde est ami avec tout le monde. Faut pas oublier quand même qui sont les supérieurs là-dedans, puis savoir un petit peu jouer son jeu avec ça. Mais c'est vrai que quand on arrive de France, on pourrait croire que on devient ami avec quelqu'un juste parce qu'il est sympathique envers nous. Non, les gens sont juste sympathiques tout le temps ici. Donc faut pas mal interpréter finalement la manière dont les personnes vont communiquer avec vous. Mais globalement c'est un coup qui se prend assez vite, mais qui peut être surprenant les premières fois où on arrive ici au Québec en tout cas. Ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Sinon moi je vous souhaite une belle soirée. Et puis profitez bien. Puis si vous voulez partir à l'étranger, foncez. C'est vraiment une expérience unique. Puis moi je regrette absolument pas d'être parti. Puis peut-être que je reviens en France, mais pour l'instant j'ai envie de bouger encore un peu plus. Puis je pense que quand on commence à aller à l'étranger, on a envie de voir pas mal de pays. Puis profitez-en. Salut. Salut à tous, je m'appelle Loïc, je suis de la promotion 2012 et je travaille sur Londres depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc je travaille chez Ford et je suis responsable de l'ergonomie manufacturing sur le programme Transit en Europe, donc tous les véhicules commerciaux qui sont assemblés dans l'usine en Turquie. En gros, je fais en sorte que les opérateurs sur la ligne de production puissent assembler le véhicule le plus facilement possible, sans problème lié au design de chaque pièce, sans blessure éventuelle à court ou long terme et sans arrêt de la ligne de production. Alors pour cela, je vais faire des simulations sur la modélisation 3D. Je vais ensuite tester unitairement chaque prototype de pièce pour déceler les premiers problèmes d'assemblage. Ensuite, on va passer sur le véhicule où on va continuer à déceler les problèmes d'assemblage, mais aussi les problèmes de séquençage de chaque pièce. Et enfin, on va passer sur la ligne de production en tant que telle pour regarder comment l'assemblage se passe en conditions réelles et aussi en utilisant les outils que les opérateurs vont utiliser sur la ligne de production. Comment j'ai trouvé ce travail? Donc il y a 2 ans, je travaillais dans le sud de la France, à Toulon, à des CNS, et dans la position que j'occupe actuellement, il y avait une ancienne de l'école, donc elle voulait changer de travail, alors elle a communiqué sur le réseau des anciens, je suis entré en contact avec elle, j'ai ensuite passé plusieurs entretiens téléphoniques, et j'ai été pris sur Londres, donc j'ai fait mes valises et je suis arrivé ici. Donc on m'a pas demandé de niveau ou de diplôme particulier en anglais, le fait que je puisse répondre à leurs questions durant l'interview avec l'anglais scolaire que j'avais à l'époque leur a apparemment suffi. Alors pour moi, un des premiers avantages à vivre sur Londres, c'est le côté multiculturel. Ici on est confronté aux cultures provenant du monde entier, ce qui est enrichissant au quotidien, mais aussi dans la sphère professionnelle. D'avoir l'occasion de travailler avec des personnes provenant du monde entier permet de voir différentes manières de penser au travail, différentes manières de résoudre les problèmes, mais aussi globalement différentes manières de voir le travail au quotidien en fonction de chaque culture. Le deuxième avantage de la vie sur Londres, c'est sûrement l'ouverture d'esprit ici. J'ai pu le voir au cours de mes entretiens. On m'a pas posé de questions particulières sur mon diplôme, mais vraiment ils se sont axés sur mon expérience et ce que je pouvais apporter au quotidien chez Ford. Aussi mon niveau d'anglais, le fait que je sois pas d'emblée autonome d'un point de vue de la langue n'a pas forcément posé de problème, bien au contraire. Et quand je suis arrivé ici, on m'a laissé du champ libre, on m'a fait confiance et on m'a permis de prendre de l'expérience assez rapidement. Donc au final, le fait d'être étranger, de travailler sur Londres, je ne l'ai pas du tout conçu comme quelque chose qui a été un frein pour moi, mais vraiment comme une force, et tout le monde vous fait penser ça ici.
Un autre avantage de la vie à l'étranger, c'est la langue. Alors beaucoup de gens disent qu'entre 3 à 6 mois on devient complètement bilingue, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors oui, au bout de 3 mois on devient vraiment à l'aise dans l'anglais quotidien, mais aussi dans le vocabulaire professionnel. Après, le fait d'être complètement bilingue, ça prend des années et pas forcément des mois. Mais ce qui n'est pas forcément un point négatif, dans le sens où il y a toujours des périodes un peu de flottement, des périodes un peu plus creuses au travail. Et le fait de travailler dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle permet de constamment garder cet éveil intellectuel et de se challenger au quotidien. Donc ça, c'est quand même ultra positif. Voilà, j'espère que vous passez une très bonne CognitoConf et je vous dis à très bientôt peut-être sur Londres.